Bonjour à tous, bienvenue. Merci de nous accorder un petit peu de votre temps. J'espère que vous allez tous bien, peut-être futurs étudiants comme anciens. On va faire une petite table ronde. Je vais vous présenter du coup les profils de 4 alumni, plus le mien, mais ça on verra après. Donc aujourd'hui, je vous présente Édouard, Maxence, Léa et Augustin, qui sont donc d'anciens élèves de Condé de différentes promos et de différentes spécialités. Comme ça vous donne un petit peu un tour d'horizon de ce qu'il est possible de faire, même s'il n'y a pas tout ce que fait Condé qui est représenté. Mais voilà, j'espère que ça sera intéressant pour vous. Si vous avez des questions à n'importe quel moment, vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin. N'hésitez pas à nous faire un petit signe et on répond à vos questions pendant, tout simplement. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et on va pouvoir commencer. Je vais commencer par Léa. Bonjour. Bonjour à tous. J'espère que tu vas bien. De ton côté, donc tu es diplômée d'un bachelor en photographie et images animées. Donc toi, tu as été diplômée en 2015. Tout à fait. Voilà, donc ça fait quasiment 10 ans. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ton parcours de ces 10 dernières années? Ok. Alors c'est long et court à la fois, disons, 10 ans, pardon. À la sortie de l'école de Condé, j'ai pu me lancer en tant qu'artiste-auteur pendant quelques mois. Parce que je me spécialisais dans la photo d'architecture. Donc voilà, c'est assez compliqué quand on sort d'une école comme ça et qu'on se lance tout de suite sans forcément de réseau ou quoi que ce soit. Donc, c'est la partie un petit peu, un peu pas compliquée, mais faut pas lâcher, quoi. Donc, du coup, j'ai été artiste-auteur pendant quelques mois. Et après, je me suis trouvé de passion pour le labo et le développement argentique, le développement en numérique. Et donc, labo veut dire aussi studio. Ça dépend quel laboratoire de développement à Lyon. Mais j'ai fait plusieurs labos et plusieurs studios aux alentours de Lyon durant ces 10 dernières années. Donc, des labos à Gerland, des labos à Craponne, donc où on voyait toujours pas la même chose parce que c'était toujours différent, soit du développement argentique, soit du développement numérique, les techniques d'impression, les techniques d'encadrement, les techniques en studio aussi avec les prises de vue. Et au fil des années, j'ai pu me spécialiser dans le portrait, donc le portrait plus artistique et professionnel, dans le sens où je pouvais prendre en photo pour des projets vraiment artistiques et pour des entreprises. Euh, et voilà, après, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ouais, Oui. si je dis pas de bêtises, Oui. tu peux nous parler de la boutique. Je sais pas si on dit boutique, mais du labo que Alors, ouais, j'ai tu plus as. envie qu'on l'appelle un atelier. Ouais. J'ai repris du coup un laboratoire de développement argentique il y a quelques semaines en plein cœur de Lyon, à 100 mètres de la place Bellecour. Et c'est un laboratoire de développement argentique qui était là présent depuis 25 ans. Et j'ai eu l'opportunité, la chance de reprendre ce lieu. Et je le vois plutôt comme un atelier puisque je l'ai transformé en studio et laboratoire. J'ai gardé la partie laboratoire, mais j'ai ajouté un studio photo à cet atelier. Et on est ouvert la semaine, du coup. Et je reçois, particuliers et professionnels pour faire leur développement argentique, leur tirage numérique. Et à côté, mon activité de prise de vue en studio, mais aussi en extérieur, donc à domicile ou dans les entreprises. Voilà. Donc Trop ça, chouette. c'est tout récent, mais c'est fait quelques semaines. Mais oui, mais félicitations déjà, Merci. parce que c'est quand même un gros cap Oui. d'ouvrir son propre lieu. Tu disais que tu faisais du coup majoritairement du portrait, Mm, à la fois pour du particulier et du professionnel. tout à fait. Sur le profil professionnel, tu fais quel type Alors de portrait? ça peut toucher les entreprises qui me demandent des portraits pro au sein de leur entreprise ou en studio pour leur image. Ça peut être aussi, là on voit quelques images de basket ou un peu street et du coup il y a certaines marques qui me font confiance pour mettre en avant leurs produits. J'ai
la chance d'être accompagnée aussi d'un conjoint qui travaille sur les réseaux sociaux et qui, du coup, tous les deux, on a cette vision artistique. De la mise en avant de produits, de plutôt, on va dire street, ouais, on va dire clairement ça avec les baskets et c'est tout un univers, du coup, que je mets en avant dans la collection signature de mon studio. Trop bien. J'ai envie d'en voir un petit peu plus. Et du coup, tu disais que tu as aussi du coup la partie labo. Donc, Oui. tu fais du développement argentique Tout à fait. et numérique. Oui. Le développement argentique, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. J'ai l'impression de plus en plus de labos qui arrivent, mais il n'y en a pas encore tant que ça. Donc, tu as quand même une offre qui est assez niche. Ouais, alors il y en a plusieurs quand même sur Ouais. Lyon, effectivement, tu as raison. Mais après, effectivement, en fait, ça dépend. Tu peux trouver des labos qui font que du numérique, du labo qui font que de l'argentique. Après, effectivement, c'est bien d'être un peu polyvalent. Et du coup, oui, ça reste quand même un peu niche. Mais par contre, c'est vrai que depuis le Covid, on va mettre ça sur la table, mais le développement argentique Il y a un vraiment, revival, là. mais un vraiment énorme. Vraiment, vraiment, la plupart de mes clients à la boutique c'est une population de jeunes, voire très jeunes. Et ça, c'est vraiment super chouette. Ouais. Trop chouette. Bah, merci beaucoup Merci. pour tout ça. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui sont intéressés par le cursus photo, là, ou pas du tout? Ouais. Est-ce que tu es dispo si jamais il y a des questions bien sûr, après voilà. Si jamais tu as des questions, tu n'hésites pas. On va passer à toi, Édouard. Bonjour. Toi, de ton côté, du coup, tu es diplômé d'un master en design global de 2019, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Et aujourd'hui, tu es directeur artistique freelance. Tout à fait. Donc pareil, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours depuis ce diplôme? Moi, j'ai fait 2 agences avant de me lancer en freelance. Donc, j'ai fait à peu près entre 6 et 7 ans en agence. Une première à Bordeaux parce que j'ai eu un stage de fin d'études intéressant, engagé en CDI tout de suite. Donc, je suis juste rapidement revenu finir à Condé mon PFE pour clôturer mon master. J'ai fait ma première expérience intéressante, beaucoup d'apprentissage. Je n'étais pas passionné par la ville, j'avais envie de bouger. Bordeaux s'offrait pas trop de perspectives pro très très grandes ou choses comme ça, donc je suis revenu à Lyon, qui était ma ville de cœur aussi. 2 ans en agence où là j'ai pris un poste où j'ai été creative manager, donc j'ai quand même dirigé maintenant des juniors, des DA juniors et pris vraiment un aspect gestion client business. Et le destin a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, je pense qu'il y a quelque chose à faire, de me lancer en freelance. Donc maintenant, ça fait 1 an. 1 an que je découvre ça avec beaucoup de... Alors, je regrette pas du tout mon choix en l'état. J'ai considéré qu'au bout de 2 ans, je ferais un vrai bilan de ma vie perso, que ce soit sur le temps que ça me prend, sur ce que j'ai appris, le stress que ça me coûte et l'enrichissement pécunier qu'il y a aussi. Et voilà, ça fait 1 an. Donc, j'apprends. En fait, on apprend un métier qu'on avait. Je pense qu'il est important de passer en agence pour qu'on comprend vraiment la structure financière, ne serait-ce que d'être free ou d'être une auto-entreprise, presque, puisque effectivement, quand on ne produit pas et quand on n'a pas vendu d'idées, administratif, commercial, prospection, ça représente quand même une grosse partie. Et en fait, c'est là où je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'échecs pour certains. C'est qu'en fait, on n'est pas tous formés pour ça. Faut être dans une dynamique où il faut être extrêmement curieux et pas hésiter à aller chercher des clients, entre guillemets, des nouveaux projets, même si je bosse pour des agences, je travaille majoritairement pour des clients professionnels que j'ai en direct. Donc, il y a d'autres structures, c'est une autre structure aussi comparée à être forcément titulaire d'un prestataire qui vient vous chercher comme une agence où vous êtes plus dans l'ombre. Et puis voilà, non, mais après, ce qui est bien surtout, c'est que moi, j'ai fait design global à l'époque et que maintenant, au début, il y avait une partie très événementielle là où j'étais. Design global, pour vous faire un peu le schéma, il y avait designer graphique, designer produit, designer espace. Et on bossait en groupe sur des projets. Typiquement, on avait bossé en partie un petit peu sur l'ouverture du parc Blandan, qui est juste ici sur la deuxième partie, qu'ils appelaient le château. Et maintenant, il y a une structure qui est encore visible. On a été tous des propositions pour intégrer une structure, elle est visible presque vers le belvédère, ressemble un petit peu à des fausses montagnes, entre guillemets. Ce qui n'est pas l'idée d'origine, puisque en fait, une fois que c'est passé par des normes publiques pour pas que les enfants se blessent, c'est très très arrondi partout. Même un petit peu de signalétique, on s'était penché là-dessus. Mais du coup, j'ai appris avec Condé et plus mon master en particulier à bosser en volume.
Et ça, c'est intéressant puisque quand vous prenez du retail, donc tout ce qui est de la boutique et de la marque, ou même de la food maintenant, puisque ça a énormément. Maintenant, dans un restaurant, on vit déjà une expérience dans l'assiette. Là, on vit une expérience au niveau des papilles, mais dans tout ce qu'on va toucher, Ouais, c'est sentir, voir, l'environnement global. l'environnement. Donc, bon, si je prends l'exemple des restos italiens qui sont très, très marqués maintenant, il y en a qui sont très, très, très développés. À l'exemple de Carmelo, ou presque, pas pour la pizza, on y va pour l'architecture. Ouais. Je précise un petit peu pour ceux qui sont peut-être pas familiers avec ces termes-là. Donc, vous pouvez travailler en agence. Quand on parle de freelance ou de micro-entreprise, c'est effectivement travailler donc à votre compte. Donc, vous êtes votre propre patron. Ça peut être trop bien, ça peut être moins bien parce que vous gérez aussi tout ce que gère un patron, c'est-à-dire toute la partie, comme tu disais, administratif, etc. Donc voilà, c'est un peu deux profils qui existent. Donc, si vous avez des questions là-dessus, vu que je pense qu'à nous tous, on a un peu vécu les deux, n'hésitez pas à nous demander aussi. Il y a beaucoup de questions sur justement la vie de freelance, etc. Il y a des gens qui pensent que c'est génial, que c'est le nouvel Eldorado. Il y a des gens pour qui ça c'est pas du tout intéressant. Mais voilà, il y a plein de nuances, c'est un peu comme tout. Donc si vous avez des questions, hésitez pas du tout. Excusez-moi. Toi, c'est quoi qui t'a donné justement cette impulsion d'être freelance et de quitter le travail agence? J'ai 32 ans, mes cheveux commencent à en témoigner, mais surtout j'étais à un moment de ma vie où je me suis posé la question parce que j'ai vu qu'on travaillait beaucoup avec des freelances, donc il y avait des opportunités à saisir. Ça arrivait à un moment de ma vie où, au bout de 2 ans, le monde du travail que j'avais vu, m'offrait des possibilités qui étaient possibles. Et typiquement, je travaille même pas avec l'ancienne agence à qui j'étais. C'est même pas mon client principal. Au début, c'est toujours pareil, tu pars, OK, on prend, on reste vachement connecté, puis c'est un peu comme une relation. Je pense qu'il faut un petit temps où on s'oublie et peut-être que plus tard on se reverra. Mais c'était plutôt cette notion de liberté. Alors quand je dis liberté, c'est pas forcément partir à l'autre bout du monde avec juste un PC et vraiment ça, hein. C'est une notion de tenter parce que j'ai pas d'enfant pour l'instant, c'était maintenant ou jamais. Et ça arrivait à un moment de ma vie où effectivement, bah, il peut y avoir des tensions, il y avait des opportunités. Alors je dis pas que c'est facile et il y a plein d'autres pas mauvais côtés, mais côtés très contraignants aussi, hein, puisque c'est une charge de travail constante. Puisque quand vous avez pas, votre pipe de travail, donc toutes vos commandes entre guillemets en avance, il faut aller les chercher. Donc voilà, il y a des mois, on se prend une pelle, puis il y a des mois, on fait des chiffres records, puis en fait, on pense à l'année, on pense au trimestre. Mais c'est voilà, vraiment une notion de après 6 7 ans de maturité en agence, là, c'était le moment de le faire. Je ne le ferai jamais, en tout cas moi, parce que j'ai besoin de cette sécurité de l'emploi aussi, hein, parce que c'est au début, on a la sécurité de l'emploi, on se projette. La société nous demande quand même pas mal d'être là-dedans, hein. On prend le truc typique, le crédit IMO, si vous avez un CDI, on vous suit. Si vous êtes indépendant, on vous demande 3 bilans. Donc 3 ans d'ancienneté pour prouver. On fait une moyenne, si la banque est à peu près sympa. Donc c'est d'autres contraintes, mais après, c'est une forme de reconnaissance aussi. Moi, je bosse majoritairement en direct avec des gens qui sont soit dans des postes haut placés, soit directement dans leur entreprise, enfin, qui ont créé leur boîte. Le rapport n'est pas le même, la reconnaissance n'est pas la même et ça par contre, ça me nourrit énormément et après on apprend à défendre vraiment son bout de gras plus qu'on ne l'était en agence on vend toujours des concepts, hein. Je vends la même chose, si vous avez besoin d'une édition, si vous devez faire une campagne pour vendre un produit, le process est quasiment le même et ce que je vais donner de ma personne aussi. Juste maintenant, effectivement, j'arrive dans un contexte où je me vends tout seul. Après, naturellement, comme toute entreprise, si j'ai besoin de monter, par exemple, la prod vidéo, là, je fais appel à Un des prestataire externe. prestataires où je monte avec d'autres freelances, où on peut trouver des structures économiques là-dessus, où voilà, on peut se diviser la chose et monter en commun. Mais c'est vraiment cette notion de liberté et de tenter aussi. Dans 2 ans, peut-être que dans 1 an, on se reverra, on fera le bilan. Mais pour l'instant, ça vaut le coup. Voilà, c'est tenter, mais je le ferai pas avec vraiment le recul maintenant. Je ne le ferai pas si je sortais d'études, puisqu'il faut que ce soit vraiment un choix réfléchi plutôt qu'une contrainte où Mm. vraiment je sors d'études, je n'ai pas réussi à trouver, ou du coup, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Parce que le monde du travail, c'est pas que ce qu'il y a, c'est qu'est-ce qu'on en attend. Du coup, je me lance en freelance. Je Ouais. pense que c'est important de passer par le monde du travail, surtout pour les process qu'on apprend déjà en stage, mais juste vivre une année d'agence complète ou d'agence, parce que nous, notre structure, c'est agence entre guillemets, que ce soit dans une entreprise, par exemple.
On apprend tout ce qui englobe l'entreprise et on apprend aussi à gérer des moments délicats, que ce soit de manière managériale, que ce soit avec la relation de ses collègues, que ce soit avoir une situation en tension financière parce qu'il y a des problèmes de facturation et de suivi. Il y a plein de choses, outre la compétence qu'on a, qui englobent le monde de l'entreprise qu'il faut connaître et même, de manière générale. Et c'est vrai que je t'appuie un peu sur cette idée de ne pas se mettre en freelance pour les mauvaises raisons parce qu'on n'a pas le choix. On reviendra dessus parce que moi aussi je suis freelance, donc on reviendra un petit peu là-dessus. Pour finir sur ton profil, dans un cas un peu plus concret, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel type de mission tu produis? Donc comme le disais avant, je fais majoritairement du B2B. Si je prends, 2 projets intéressants, j'accompagne un cabinet de conseil RH spécialisé montagne, qui avait besoin de monter en puissance. Surtout qu'ils font des postes très précis. Recruter quelqu'un pour la montagne, c'est compliqué. Il doit faire un changement de vie, souvent sa famille doit l'accompagner, les enfants changent d'école, choses comme ça. C'est des choix pro assez difficiles, donc ils font appel à ce qu'on va presque appeler des chasseurs de tête pour recruter et présenter des profils intéressants. Donc là, moi je l'accompagne en vidéo, en social media. Là, j'ai même fait son stand pour un salon qui va avoir lieu à Grenoble, qui est le salon T'es une planète. Donc ça, j'ai fait appel à des 3D, on s'est posé, c'est comme ça a fonctionné comme une compétition. On était trois groupements de freelance à monter sur le dossier et à proposer. Et à côté, par exemple, alors dans ma campagne de chez mes parents en Bourgogne, je lance un traiteur, pâtissier, qui va vraiment amener des codes citadins à la campagne, ce qui est super cool. Trop bien. Et on a fait les photos cette semaine. J'ai les reçues tout à l'heure, juste avant de rentrer dans la pièce avec vous. Donc c'est à peu près varié, même si moi j'ai 2 grands pôles qui me plaisent vraiment. Ce qu'on appelle le branding identité visuelle. Donc c'est vous venez vers moi avec une marque à créer, donc je parle de logo, d'image, de direction artistique, même maintenant on le réduit en une charte édito aussi, le placement en termes de texte, où est-ce qu'on va se mettre. Et après, il y a quand même majoritairement aussi le support digital, où là effectivement, pousser ça, soit en motion design, soit en captation, soit via un site. C'est ce qu'il y a de plus intéressant pour moi, entre guillemets, puisque c'est des supports que je maîtrise mieux et qui amènent, voilà, j'ai fait un BTS design graphique. Avec l'aspect numérique, j'ai plus d'accroche là-dessus, même si je maîtrise le print. C'est là où je me sens plus à l'aise. Ok, merci beaucoup. On va passer au profil d'Augustin. Alors toi, tu as eu un diplôme de Bachelor Design Produit, la promo de 2020. Et du coup, tu as fondé ton propre studio qui s'appelle le studio Tellumo. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement ton studio et ce que tu produis? Oui, alors bonjour, et bah oui, tout ça, c'est très bonne question. Alors effectivement, je me suis lancé à l'issue de la fin de mes études. J'avais commencé avec un bachelor à l'école de Condé. J'avais poursuivi avec un petit supplément dans un master dans une autre école. Et j'avais fait quelques expériences dans un atelier de la conception des maquettes de la Fête des Lumières de Lyon, ce qui m'a apporté une certaine, disons, une sensibilité pratique, un sens pratique de la construction, de la conception. Et j'ai fait aussi une petite expérience chez Philips pour les faire à repasser. Et là, ici, disons, je vais être humble, mais ça m'a peut-être donné un aperçu sur la décoration, enfin, le sens de l'intérieur, Ouais. la maison, voilà, comment faire des objets très techniques, très, comment dire, rigides dans leur usage, leur rendre un aspect plus chaleureux et plus tangible et confortable. Voilà. Et tout ça, ça m'a amené à me lancer dans la conception d'objets, la fabrication d'objets. Et aujourd'hui, je crée donc des objets en céramique, des objets domestiques, essentiellement de l'art de la table, avec cette originalité du processus de fabrication. Il s'agit d'objets en céramique qui sont réalisés en impression 3D, pas n'importe quelle impression 3D, une impression 3D céramique, qui est une impression 3D effectivement un peu particulière. Peut-être qu'on en reviendra là-dessus, mais c'est une approche assez différente. Voilà, Ouais. si ça répond à la question. Bah, en fait, ouais, c'est la question que j'ai après, du coup, sur justement, tu lis et la céramique et l'impression 3D, l'un qui est une technologie très récente et l'autre qui est issu d'un héritage
ancestrale, Oui. si on peut dire ce terme-là. Donc, comment toi, elle t'est venue cette envie et cette idée de lier un peu les deux? Ah, c'est une excellente question et c'est vraiment passionnant. Tout ça m'est venu en partant du principe que, en fait, je me posais la question de comment est-ce que nous, designers, qui avons cette intention de voir le monde de demain, de réfléchir à l'avenir, comment est-ce qu'on peut éviter de faire table rase du passé, mais au contraire s'appuyer sur notre héritage pour aller de l'avant, Ouais. aller plus loin et proposer quelque chose de nouveau qui soit en adéquation avec ce qui a déjà été étudié par nos pères, entre guillemets, nos ancêtres. Et donc, du coup, je me suis dit que peut-être qu'il y avait un mélange intéressant et des nouvelles opportunités avec ce nouveau procédé-là. Et donc, l'idée, voilà, c'est d'arriver à récupérer le bagage qu'il y a eu derrière moi, qui nous ont été qui nous a été offert et aller de l'avant comme ça, ouais. Voilà. Et alors, pourquoi ces deux matériaux-là? Pourquoi ce matériau et l'impression 3D? Eh bien, c'est que j'avais déjà, ça c'est assez personnel, c'est que j'avais déjà une bonne maîtrise du procédé. Et puis également, je trouvais que la matière, la céramique, était un matériau assez noble en fait Ouais. et en plus de ça, assez adapté au monde domestique. Oui, c'est vrai qu'avec la céramique, on peut faire mine de rien beaucoup de choses, à la fois de l'usager, tout ce qui est vaisselle, etc., comme des objets plutôt décoratifs, artistiques, etc. Alors, Absolument. toi, tu fais plus justement de l'usuel, il me semble. Exact. J'avais commencé avec une approche, peut-être que c'est, je ne sais pas si c'était une crise d'adolescence de mes études, mais disons que je m'étais un peu retiré de la pensée fonctionnelle et je m'étais orienté plus vers de l'ornemental. Aujourd'hui, je reviens à fond sur le fonctionnel et je réfléchis essentiellement à l'usage, oui. Ouais. Et j'ai vu aussi que dans ton studio, tu parles aussi beaucoup de durabilité. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir cette notion-là dans ton travail en tant que designer produit? Oui, et c'est vrai que je l'aborde d'une manière peut-être singulière, c'est-à-dire que je l'aborde sous le prisme de l'esthétique. Je remarque que parfois beaucoup de cette réflexion autour de la durabilité s'oriente sur des aspects pratiques, souvent le matériau utilisé. Est-ce qu'il a été biosourcé? Est-ce que c'est une conception qui va être rigide et solide et qui va faire que ça ne va pas se casser? Ouais. Hem, J'essaie d'ajouter un autre prisme, c'est celui de l'esthétique. C'est faire en sorte que le style, l'esthétique ne va pas se démoder au bout de 5 ans, Ouais. et faire en sorte d'avoir un style, en fait, intemporel. Parce que la durabilité, elle passe aussi par Mm. ça. Est-ce qu'on ne va pas se débarrasser de l'objet parce que juste il sera juste ringard et démodé? Ouais. C'est ça, en fait, auquel il faut réfléchir et que j'essaie de réfléchir, ouais, auquel j'essaie de réfléchir. Bah, en tout cas, ouais, moi j'ai pu voir justement les objets que tu produis. Et effectivement, il y a un peu ce côté intemporel de ça pourrait être quelque chose qu'on aurait trouvé quelque part il y a 15-20 ans. Et en même temps, par les couleurs, par l'esthétique, il y a aussi quelque chose d'un peu moderne. Donc je trouve que c'est très bien mené. Merci. Une autre question que j'avais, c'est par rapport à tes études ici. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, dans aujourd'hui, comme ta façon de travailler, de faire tes études ici? Peut-être que le plus grand bénéfice et cadeau de ces études-là, c'est peut-être sur l'apprentissage technique. C'est vraiment là où je reconnais vraiment une force énorme, c'est autant dans la technologie des matériaux que dans l'aspect technique de la mise en forme, la modélisation, entre autres, par exemple, le dessin. C'est vraiment là où j'ai vraiment gagné énormément de force. Ouais, et je me suis vraiment développé là-dedans. Ouais. Et du Et j'ai eu, je reconnais de toute façon, la qualité de l'enseignement de certains professeurs en design qui était vraiment ouais, extraordinaire. Ouais. Et du coup, ouais, encore maintenant, tu utilises les compétences que tu as Ah, que tu bien sûr, acquis ici? bien sûr. Oui, oui, oui. Je disais tout à l'heure que j'avais fait un passage dans une autre école. Euh, je reconnais sincèrement que ici l'enseignement technique était supérieur. Voilà. Ok, merci beaucoup. De rien. On va continuer avec Maxence. Alors, Bonjour. Maxence, toi, tu as fait un bachelor en design graphique. Tu C'est ça. as été diplômé en 2021, donc assez récemment.
Ouais, mine de rien. Et aujourd'hui, tu es chargé de communication au département de la Haute-Savoie, oui, responsable communication pour la Croix-Rouge Haute-Savoie. c'est ça. Donc, pas de doute pour dire que tu es un fervent Haut-Savoyard. Ouais. Et du coup, comment elles se sont passées ces 5 dernières années depuis ton diplôme pour toi? Et bah, je suis le seul salarié ici, donc je suis content de représenter le salariat aussi, parce que c'est quelque chose que je recherchais. Du coup, moi, du coup, après Condé, j'ai fait un stage dans la métropole de Lyon, dans une petite commune, en mairie par hasard. Et en fait, j'ai adoré l'ambiance, les gens, le travail qu'on me confiait. J'avais une liberté exceptionnelle. Et surtout, j'avais 20 ans et on me confiait des projets que moi, je pensais faire quand j'aurais 10 ans d'expérience, quoi. Et du coup, ça m'a trop plu. Et en fait, le hasard de la vie ensuite a fait que je me suis rapproché de ma famille qui est originaire de Savoie. Et de par des opportunités, des contacts aussi, on va y revenir après, il faudra en parler, mais j'ai eu une opportunité pour bosser dans le tourisme, donc au sein d'une communauté de communes. Et là, j'ai été embauché en tant que social media manager. Donc là, je faisais plus les réseaux sociaux. C'était un petit peu éloigné du graphisme, donc ça me plaisait un peu moins. Et en fait, je me suis un peu battu pour me former au sein de l'entreprise et pouvoir revenir un petit peu sur cet aspect graphisme. Et au fil des mois, des années, j'ai pu évoluer dans le poste. Et après, voilà, j'ai monté mon studio en freelance à côté parce que du coup, c'était de la com très institutionnelle et c'est particulier, c'est très charté, il faut suivre les codes, Ouais, il y a etc. peu de liberté il y a une certaine. Enfin, je trouve que les gens qui travaillent là-dedans sont très doués parce qu'il y a une manière de se renouveler Oui, malgré justement une charte qui reste tout à la fait. même. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir être créatif, il faut savoir être force de proposition parce que en fait, c'est des gens qui bossent pas dans la com à la base, c'est des politiques. Mm. Donc, ils y connaissent rien et c'est vrai qu'il faut être super pédagogue, il faut être patient et il faut être hyper, ouais, il faut être force de proposition, il faut pas s'enfermer dans une charte parce que rien n'est figé et tout peut évoluer tout le temps. Mais je l'ai Ouais. vu dans mes différents tafs et c'est ça moi qui m'intéressait, plus et puis surtout c'était de la promotion touristique donc je faisais la promotion d'un territoire que j'adorais, dans lequel je suis né et que j'apprécie. Donc il y avait aussi cet aspect-là qui était, un peu sentimental, on va dire. Et puis après, de fil en aiguille, bah, j'ai eu un parcours assez linéaire. J'ai évolué, donc je suis passé de la communauté de communes, donc on va dire de la commune, donc métropole, ensuite Comcom, donc communauté de communes, avec plus de responsabilités, des équipes plus grandes, plus de budget. Et là, depuis 6 mois, je suis donc chargé de com pour le département de la Haute-Savoie. Donc là, on est sur un budget qui pète le plafond. Et du coup, c'est des projets hyper intéressants parce que là, je touche des choses que j'avais jamais touchées avant, de la télé, des campagnes pub dans le métro, avec des budgets qui sont voilà, Plus à intéressant 7 qu'au chiffres, début, des, quoi. des budgets à 7 chiffres. Et là, on a limite carte blanche pour faire ce qu'on veut du moment que le président du département nous suit. Nous, on a carte blanche. Donc, c'est ultra intéressant, ultra plaisant, quoi. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel type de mission tu fais concrètement pour qu'on puisse un peu. Bien sûr. Du coup, là, actuellement, au département de la Haute-Savoie, c'est surtout de la promotion touristique, donc campagne digitale. On fait beaucoup de spots vidéo, on fait de la télé. Et il faut savoir que sur des structures comme ça, avec des budgets pareils, on fait beaucoup de marchés publics. Donc des marchés publics, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, ça veut dire que on met en concurrence égale des entreprises qui vont bosser pour nous sur des contrats. Il peut y en avoir plusieurs. Ça peut être à l'année, ça peut être au budget. Par exemple, on confie 200 000 euros à une agence vidéo. Et nous, on va devoir être un petit peu les chefs de projet, entre guillemets. On va être les intermédiaires entre les politiques donc, qui gèrent la Mm. direction du département et le résultat concret qui est produit par l'agence. Donc, on a une agence de graphisme, on a une agence vidéo, on a des photographes, on a une agence de média planning. Donc, ils nous réservent les encarts dans les journaux, ils nous réservent les spots à la télé. Voilà, C'est ultra global, du coup. c'est ultra global, on touche à tout. Et moi, du coup, dans mon quotidien, concrètement, je fais pas mal de déclinaisons de campagne et de la gestion de projet surtout, avec voilà, s'assurer que ça suit les volontés du département, qu'on reste évidemment dans les clous du marché public. Et ensuite, je fais de la production, on va dire, je suis en soutien sur du montage vidéo souvent, de la photo, de la déclinaison sur des affiches, des flyers, de la déclinaison digitale, des réels sur Insta. Ça va être très, très global. Ouais. Et du coup, je rebondis un petit peu là-dessus, mais du coup, tu as une polyvalence assez grande parce que tu dois pouvoir gérer un petit peu tout ça. Donc, comment tu arrives à gérer déjà autant de personnes? Parce que du coup, il y a plein de groupements. Oui. Est-ce que toi, tu travailles tout seul? Est-ce que tu as une équipe? Comment ça se construit? Alors actuellement, là, on est dans le service com, on est 5.
On est 3 chargés de com, un photographe vidéaste et quelqu'un qui fait du media planning, donc qui est plutôt en relation avec l'agence de media planning. Et on va dire que c'est beaucoup de réunions, beaucoup d'appels, voilà, beaucoup de points hebdomadaires, beaucoup de checks avec le budget. C'est pour ça aussi que j'ai monté mon studio en freelance à côté, parce que cette créativité me manquait. Il faut se le dire, quand on bosse dans des services publics comme ça, c'est pas comme en agence créa où les idées fusent. Et non, et nous, on a des jalons de validation qui prennent des plombes. On a l'impression on se fait taper dessus parce que les fonctionnaires, alors que je suis même pas fonctionnaire, mais mais voilà, il y a plein d'idées reçues autour des services publics, alors qu'en vrai, enfin, moi perso, je m'éclate de ouf et j'ai une équipe trop top. Et voilà, faut juste être il faut savoir s'adapter, et il y a des gens pour qui c'est pas fait et c'est OK, quoi. Vraiment, il y a pas de souci. Ok. Juste avant qu'on commence la conférence, tu me disais que toi, tu avais eu un parcours où tu étais allé à Strasbourg faire des études qui n'avaient rien à voir avec le design Ouais. et tu as fait un virage. Ouais. Est-ce que tu peux très rapidement nous en parler, mais juste pour montrer que c'est possible de venir... Bien sûr, donc moi je suis issu d'une filière S à la base. Alors je sais plus si c'est encore comme ça aujourd'hui les lycées, mais enfin Je scientifique. peux En pas gros, dire. c'était physique, chimie, SVT, voilà, à fond. Et en fait, j'ai toujours eu cette fibre créative en moi, mais on m'a jamais dit que c'était possible d'en faire un métier. J'ai grandi dans un milieu, dans un lycée aussi, où j'ai grandi en face de la Suisse, donc c'était tu vas devenir ingénieur, tu vas aller bosser à Lausanne. Et en fait, j'ai grandi avec ça autour de moi. Mon cercle, c'était ça, et on m'a jamais montré qu'il y avait autre chose de possible. Donc «naturellement» entre guillemets, j'ai été poussé dans la filière S, et comme j'avais à peu près 12 en maths, on m'a dit: «C'est bon». Et en fait, c'était une énorme bêtise, mais à l'époque, voilà, j'étais jeune et je savais Oui, pas puis qu'il y avait si on autre ne t'a chose qui pas existait. informé sur ce qui Et existait... malheureusement, mon lycée, je trouve, a raté vraiment l'orientation, du coup. C'est cliché, mais moi, c'est ce qui m'est arrivé. Du coup, je suis parti en biochimie, rien à voir, à Strasbourg. Donc j'ai adoré la bière, mais moins les cours. Et du coup, bah, j'ai fait un virement total à 180, où en fait, je me suis dit, mais je vais pas finir ingénieur, alors que j'ai pas du tout envie de finir ingénieur. Et du coup, j'ai dû monter un dossier pour mes parents avec des argumentaires. Je leur ai fait un Petit PowerPoint PowerPoint pour les parents, là. pour leur montrer que si ça valait le coup. Et comme du coup, j'étais hors Parcoursup à l'époque, j'étais hors Parcoursup parce que j'étais déjà sorti du bac. Mm. J'étais plus prioritaire pour les écoles publiques, donc c'est offert à moi le choix de l'école privée, et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont financé l'école. Donc je suis arrivé, j'ai passé 3 ans ici, qui étaient incroyables. Voilà. Et du coup, ça, c'est ma question d'après. C'est quoi ton meilleur souvenir pendant tes études, justement? Ça va paraître hyper bizarre, mais c'est la première année, parce que du coup, comme je te disais, j'ai jamais autant taffé de ma vie qu'en première année de bachelor design graphique. Donc à l'époque, c'était, je sais pas si c'est encore possible, mais si, je crois que c'est ça. C'était une année un peu générale en fait, où ça nous permettait de toucher à tout pour pouvoir à la fin de l'année choisir la spécialité qu'on désirait. Donc moi à l'époque, il y avait design graphique, mode, produit, Mm. et archi, je crois, Ouais. design d'espace. Et j'avais déjà en tête le graphisme, mais j'étais quand même ouvert à tout. Et en fait, cette première année, elle était intense. Mais du coup, c'est comme si on était un petit peu en prépa, quoi. Tout le monde est super, potes, on a des groupes super forts avec des amitiés très fortes. On voit les profs tous les jours, donc on se lie aussi, avec un lien avec les profs, qui était super aussi. Et j'ai jamais autant taffé de ma vie, et j'ai vraiment découvert ce que c'était que de travailler, d'être rigoureux pour quelque chose qu'on aime faire. Mm. Et ça, c'était vraiment chouette, et j'en garde un très bon souvenir. Après, c'était 2020, il y a eu covid, ça a un petit peu, tout gâché. C'est vrai que ouais, toi, t'es arrivé pile poil... Pile poil Covid, mais la première année, c'était super. C'était la découverte aussi de la vie étudiante à Lyon. Lyon, ville de cœur incroyable, voilà, c'est une super ville pour être étudiant, et ouais, c'était globalement une très, très bonne expérience. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Je vais me présenter aussi un peu plus rapidement, mais pour mon côté. Donc moi, j'ai fait exactement le même master que toi, donc un master en design global, recherche et innovation. Moi, j'étais en design graphique. Et ça fait, du coup, j'étais la promo 2016, donc pareil, ça fait un petit moment. Et moi, je me suis lancée en freelance tout de suite. Et je te rejoins sur le fait que se lancer en freelance tout de suite, c'est peut-être pas le bon truc. C'était le bon truc pour moi à l'époque, parce que j'ai eu la chance, du coup, pendant mon master, de faire un stage de 6 mois en Irlande, dans une super agence, avec qui je travaille encore aujourd'hui. Et du coup, j'ai eu cette opportunité-là qui a fait que moi, j'ai pu me lancer en freelance en ayant un peu les bons côtés, c'est-à-dire que j'avais un contrat déjà établi en freelance, ce qui est quand même une chance quand on se lance après les études.
Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté un collectif à l'époque avec 2 autres freelances. Donc on a fait ça pendant 3 ans et demi à peu près. Après, j'ai arrêté le collectif parce que je voulais travailler full toute seule. Donc j'ai monté mon studio qui s'appelle le studio Hélioscope. Et du coup, je travaille en freelance depuis 9 ans, un peu plus de 9 ans maintenant. Et tout se passe bien, même si les conjonctures actuelles font que le freelancing, ça reste une façon de vivre qui peut être, qui a ses hauts et ses bas. Parce qu'effectivement, on doit gérer l'administratif, aller chercher des clients, bien s'organiser aussi. Si vraiment vous êtes très désorganisé, il faut vraiment réfléchir avant de se mettre en freelance parce que c'est vraiment un monde à part. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on se met en freelance, on va faire que de la création. Quand on est en freelance, la création représente, on va dire, 50% du temps. Parce que les 50% restants, ça va être justement de faire de l'administratif, faire des factures, etc. Les trucs qui paraissent un petit peu ennuyeux, mais qui existent et qui sont là. Donc voilà, c'est bien quand même de savoir un petit peu toutes ces choses si on souhaite se lancer. Et je vois beaucoup, j'ai la chance d'être intervenante dans plusieurs écoles. Et je vois beaucoup d'étudiants qui veulent être freelance parce qu'ils pensent que c'est une grande liberté. Mais tu l'as très bien dit tout à l'heure, la liberté de pouvoir travailler de partout, elle existe. Mais voilà, il y a aussi ces contraintes. Donc, c'est bien de tester un petit peu tout, de tester l'agence, de tester le freelance. Maxence, c'est ce que tu fais. Tu as les 2 casquettes. Et je pense que voilà, c'est pas mal de pouvoir un peu tester selon ses envies aussi. Et quoi d'autre sur moi ? J'ai un podcast, enfin une émission même, sur le design que j'ai lancé il y a quasiment 4 ans. Parce que moi, quand j'étais en études au tout début, justement, je me rendais compte que j'avais du mal à expliquer mon métier à mes parents, que j'avais du mal à expliquer mon métier même à mes amis. Et je me suis dit que ça serait bien en fait de vulgariser un peu ces métiers-là, de montrer que dans la création, dans les métiers créatifs, il y a plein de parcours différents, il y a plein de façons d'arriver à des métiers créatifs différentes. Donc j'ai une émission par mois où j'invite plein de profils très différents, un peu de tous horizons et de toute la France, pour parler un peu comme on le fait là, mais de manière un peu plus... on va un peu plus en profondeur, on va dire, parce qu'on a plus de temps. Voilà, pour que les gens nous disent un peu le parcours, aujourd'hui, ce que ça veut dire d'être créatif dans un monde qui va très très vite, qui change aussi beaucoup. La question de l'IA qui revient très souvent aussi. Et du coup, ce média me permet aussi de participer à pas mal de festivals créatifs avec parfois Adobe. Je fais aussi des quiz créatifs aussi maintenant. Voilà, c'est en train de devenir un média de divertissement et pédagogique, un peu les deux. Et que dire d'autre Donc j'ai fait 5 ans, moi, dans cette école. C'est un peu ce qu'on disait juste avant. La toute première année, ces locaux n'existaient même pas. On était encore sur la presqu'île. Et voilà, j'ai eu la chance de faire 5 ans ici, d'avoir un peu ma route toute tracée, de choisir le design graphique, d'adorer ça et du coup de continuer pendant les 5 ans. Et je regrette absolument pas aujourd'hui parce que j'ai réussi à en vivre dès les premiers mois de lancement. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et voilà, ce que je trouve bien, c'est que je pense qu'on représente bien des profils qui sont assez variés, qui ont réussi aussi grâce aux études qu'on a faites et aussi force de caractère, je pense. Mais voilà, je ne sais pas que dire. C'est dur de se présenter quand on a présenté tout le monde avant. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous les 4. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions sur les différents profils, les différents cursus, ou si on était assez clair, ou si vous êtes trop timide, ce que je pourrais comprendre aussi. Non, je pense que c'est tout bon. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et peut-être à bientôt.